à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo bouquin, ça faisait super longtemps. La dernière fois je vous avais présenté Mercy Thompson ainsi que son spin-off Alpha et Omega. Aujourd'hui je vais vous présenter Meg Corbin et je vais vous parler un petit peu de son spin-off. Donc la série Meg Corbin est écrite par Anne Bishop, il y a 5 tomes. C'est une série qu'une cliente m'avait recommandée ainsi qu'une autre que je vous présenterai plus tard. Elle m'en avait parlé comme ça vite fait parce qu'il y avait du monde et je n'ai pas pris note. Et 20 minutes après, la cliente est revenue avec une carte de visite et dessus elle avait noté les 2 séries qui sont franchement super et j'étais trop contente qu'elle soit revenue avec les informations parce que je serais sûrement passée à côté parce que je n'aurais pas retenu. Elle est revenue avec les informations, ce qui fait que j'ai pu acheter les bouquins et franchement je ne suis absolument pas déçue de cette série, je la trouve super. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais vous faire une présentation des premiers tomes, surtout le premier, et en fait dans mon explication, mon ressenti sur la série, je vais vous parler des suivants. C'est parti. Meg Corbin est une Sandra sanguée. Elle arrive à s'échapper du centre qui la détient. Elle n'a pas de nom, seulement un matricule CS 759. Lorsqu'elle arrive à l'enclos Lakeside, chez les autres, elle y voit une offre d'emploi, est embauchée et même logée. Meg Corbin devient son nom, agent de liaison son emploi et un loup-garou son employeur. Meg se construit une vie parmi les terras indigènes, c'est être primaire, proche de Namid. Ses amis sont les rares humaines autorisées à travailler dans l'enclos, son confident est un ours spirituel, son protecteur est un sanguinati. Meg est un peu comme un ouragan qu'on ne voit pas arriver, changeant les petites habitudes des autres, apprenant la vie à leur côté, découvrant les bizarreries humaines. Mais les propriétaires de Meg menacent ce qu'elle cherche à construire, car Meg est pour eux un objet de valeur et tous les moyens sont bons pour la récupérer. Quand la police s'en mêle mais que les lois humaines n'ont aucune valeur dans l'enclos, les choses se compliquent. La relation entre les autres et les humains étant déjà tendue, menace maintenant d'exploser. Les humains ont la mémoire courte, les aînés, eux, n'oublient pas. Alors vous allez me dire, oula, mais t'as employé des termes là, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Mais c'est en fait très simple. Voyez la planète comme elle est aujourd'hui, à la seule différence que si aujourd'hui c'est l'être humain, l'animal qui domine la planète, la détruit avec grand plaisir, eh bien dans le monde de Meg Corbin, ce n'est pas du tout la même chose. Le rapport de force est tout autre. Puisque vous avez donc Namid qui est en fait Dame Nature, vous avez les autres, également appelés terras indigènes, qui eux ont cette capacité d'apprendre au contact de l'être humain. Ce sont des animaux, ni plus ni moins, mais qui ont appris, voilà, à se transformer en être humain, à en apprendre les comportements, la logique, leur stratégie, leur stratagème, et surtout cette chose qu'ils adorent, c'est-à-dire détruire. Et eux, eh bien en fait ce sont un peu comme les protecteurs de Namid. Ce qu'ils voient, c'est l'équilibre du monde, c'est sa protection. Les aînés, alors eux, ils sont très très puissants, très très dangereux, et même les autres qui habitent dans les enclos ont tendance à se faire très petits, hein, on va dire les choses telles qu'elles sont. Les aînés, ce sont voilà je dirais un peu les chars d'assaut protecteurs de Namid, c'est-à-dire que si l'envie leur en prend de faire le ménage, disons qu'ils vont un peu exploser comme une bombe nucléaire, ça va faire un carnage. Hein. Donc eux, voilà, ils sont très reculés au niveau des territoires. Ils sont quasiment au contact de personne, si ce n'est la nature elle-même. Voilà. Vous avez également les sanguinati. Ils sont également appelés par la population humaine dans l'histoire les vampires. Vous avez également des créatures dont je n'ai pas encore parlé, mais qui ont leur importance et qui ont également, qui rajoutent petites choses à l'histoire et je les adore. C'est les élémentaires, donc elles portent bien leur nom. Parmi les élémentaires, vous allez avoir
des catégories un peu diverses et variées. La toute première que l'on croise dans l'histoire est Hiver. Oui, elle porte le prénom de la saison. Donc vous avez toutes les élémentaires des saisons, mais vous avez également les élémentaires des éléments, hein, l'eau, la terre, le feu. Vous avez également des élémentaires qui contrôlent les océans. Bref, vous avez en fait tout un univers qui est à la fois existant et en même temps imaginaire. De toute façon, dans toute cette histoire, on vague entre les deux, c'est-à-dire qu'entre ce qui existe et ce qui n'existait pas. Et l'histoire, de manière générale, va être aussi brute de décoffrage que peut être notre vie perso à nous, dans notre monde que l'on connaît tous, tout comme elle peut être très sensible, voilà, très attachante. On va s'attacher à des gens, on va en détester d'autres. Je veux dire, tout ce qu'on va lire, tout l'univers est à la fois proche de ce que nous, on connaît, et en même temps un peu éloigné de par certains personnages. Alors, ces livres, je les ai littéralement dévorés. Hein, je ne vais pas vous dire les choses autrement, je les ai vraiment dévorés. Ce que j'aime beaucoup, c'est en fait la dualité qu'on peut retrouver à de nombreux moments dans l'histoire, les problématiques que les personnages vivent, mais que nous, on connaît également. C'est pour ça aussi quand je trouve qu'on s'attache beaucoup plus à certains personnages, qu'on rentre plus facilement dans l'histoire, parce que malgré certaines choses qui vont être de l'imaginaire, il y a quand même des problématiques, des situations que nous, on peut vivre. Le rapport à l'environnement, le rapport de force de l'être humain sur la nature, sur l'apprentissage des mœurs des uns et des autres, de cette capacité à s'adapter à son environnement. Tout ça, en fait, c'est des thématiques que nous, on connaît très bien et qui sont abordées d'une manière dans l'histoire qui est franchement super. Pour en revenir au personnage principal, Meg Corbin, comme je le disais dans ma présentation, c'est vraiment l'ouragan, on la voit pas trop venir, enfin en tout cas les autres ne la voient pas débarquer. Elle sait où elle met les pieds, je vais pas vous en dire plus, mais disons que si elle s'est échappée de son centre, c'est que derrière elle y a vu des choses et qu'il était hors de question qu'elle reste encore propriétaire de personnes, et elle voulait en fait découvrir le monde, puisque en fait les prophétesses apprennent ce qu'il y a à l'extérieur du bâtiment par le biais d'images ou de petites vidéos. Donc ce sont vraiment comme des nouveau-nés qui ne connaissent la vie que par l'enseignement qu'on leur en donne. Elles apprennent, mais elles ne vivent pas. Et tout part de là, en fait. Meg a tout simplement envie de vivre libre, en faisant ses propres choix et non plus une propriété. Et ce qui est mignon, c'est que en fait les prophétesses de sang, je vais prendre Meg Corbin parce que c'est elle qu'on découvre le plus, c'est le personnage qu'on voit évoluer, on va dire, dans cette catégorie-là. Elle a cette naïveté des enfants, cette volonté également d'apprendre, de découvrir, quitte à se brûler les doigts. Mais en même temps, elle a une certaine sagesse dans certains cas. Pas dans tous, hein, mais dans certains cas. Et elle a un tempérament, c'est-à-dire que elle est à la fois douce, mais en même temps elle se bat pour ce qu'elle a envie. Et c'est un personnage qui est très intéressant à suivre. Alors il y a des passages où on se dit mais t'es bête en fait. Elle fait des conneries, elle fait des erreurs et elle se fait taper sur les doigts. Et elle a du mal à se remettre en question. Et voilà, et tout ça, c'est des choses que nous, en tant qu'être humain, on peut vivre. C'est-à-dire qu'on fait tous des erreurs. Je dirais que ça paraît normal, on ne sait pas tout, on ne connaît pas tout. Donc on fait des erreurs.
mais on se remet en question, on, on apprend de nos erreurs et on va de l'avant. Et en fait, ce personnage, c'est ce qu'elle essaye de faire. Et elle est mise un peu en conflit avec le chef de l'enclos, qui est Simon. Alors Simon, c'est le loup alpha. C'est lui qui dirige l'enclos, c'est le big boss de l'enclos. Bon, il a des conseillers qui l'entourent, hein. Il a ses meilleurs amis, même si eux, ils voient pas les choses comme ça. Et, euh, et en fait, elle va être douce, lui va être un peu plus brut de décoffrage. Donc il y a des moments, ça clash un peu. Et des fois, ils sont dans des situations assez cocasses, c'est assez marrant à lire, je vous jure. Des fois, moi, je me marre à certains passages. Euh, En fait, elle doit apprendre à vivre et lui doit apprendre à gérer l'être humain. En fait, en gros, c'est ça. Et donc, il y a des situations qui sont un peu farfelues, qui sont marrantes, d'autres qui vont être un peu, qui vont faire un peu plus réfléchir. D'autres ont dit mais non, c'est pas comme ça qu'elle voyait les choses. Mais non, c'est pas comme ça qu'il voit les choses. Vous voyez, il y a toujours voilà, c'est vraiment un perpétuel apprentissage les uns avec les autres. Et puis en fait, chaque personnage dans l'histoire a sa propre personnalité, a son propre rôle, voilà, et c'est assez marrant. On a l'ours spirituel qui va être le sage, qui va conseiller, qui va parfois tempérer. Vous avez un sanguinari qui, on va dire, le chef de tous les sanguinati, excusez-moi, qui, euh, qui lui en fait fait même un petit peu flipper les autres de l'enclos, c'est-à-dire qu'il vit toujours chez lui. Vous savez, un petit peu le petit vieux qui sort jamais de chez lui. Et ben lui c'est pareil. Mais alors dès qu'il commence à sortir de son enclos, enfin de sa maison, l'enclos se dit mince, qu'est-ce qui se passe? Et quand il prend en quelque sorte la défense de Meg, quand il cherche à la protéger et quand il le met au pas, on va dire certaines personnes de l'enclos, et ben les gens se plient à ce qu'il dit parce que il est puissant. Et on découvre un peu plus tard dans les autres tomes qu'il est même plus puissant que ce qu'il laisse entendre au premier abord. Et j'aime bien cette relation et surtout j'aime beaucoup en fait comment Meg est rentrée en contact avec chacun des personnages. Simon, bah, c'est lui qui lui a fait passer l'entretien et c'est lui qui l'a embauché sans consulter ses conseillers. En fait, ils ont un espèce de comité de commerçants et, euh, et en fait, Simon a beau être le chef, même si c'est lui qui a la décision finale, il prend toujours en compte les avis des autres. Et là, en fait, il l'a embauché sans demander l'avis des autres. Et il y a Tess. Tess, en fait, on ne sait rien sur elle. On, on connaît juste certaines caractéristiques physiques la concernant, et en fait, c'est surtout au niveau de ses cheveux. Et personne dans l'enclos sait ce qu'elle est, sauf l'ours spirituel. Personne ne cherche à savoir ce qu'elle est. Et en fait, elle, euh, elle aussi, elle va avoir un rôle et elle va devenir assez proche de Meg d'une certaine manière. On a également Meg qui rencontre les chevaux, enfin les poneys. En fait, ce sont des poneys qui livrent le courrier de l'enclos, puisque Meg, en fait, est agent de liaison. Son boulot, c'est de recevoir les colis et le courrier, et ensuite de les redispatcher, en gros un peu la factrice, même si, en fait, ce sont les poneys qui, chacun, va délivrer à tel ou tel endroit de l'enclos, puisqu'il a des espèces de petits quartiers avec à chaque fois une catégorie de population, par exemple les vampires vont être dans un quartier, les loups dans un autre, et ainsi de suite. Et en fait, elle arrive un petit peu à en faire pas ce qu'elle veut, mais à les amadouer. Et les élémentaires, c'est pareil. La première fois qu'elle a vu les élémentaires, on sent vraiment le choc des cultures et c'est marrant de voir comment elle réagit quand elle voit le chef des sanguinaries pour la première fois. Bon, elle flippe un peu, mais en même temps, lui, il a commandé pas mal de choses et comme le précédent agent de liaison était un grand feignant, eh bien, personne n'a voulu en fait lui livrer le courrier et elle voulait pas lâcher le morceau, elle prenait son job à cœur et
En fait, elle a insisté auprès du vampire pour lui dire, bah écoutez, je pense que ça fait un moment que les colis sont là, j'ai pas envie de les laisser dehors alors qu'il fait pas très beau. Et en fait, il a trouvé l'attention très, très sympa et il a découvert que en fait, Meg n'est pas n'importe qui. Et donc voilà, chacun des personnages a vraiment un rôle, une personnalité propre et une relation avec Meg qui est quand même assez sympa. De toute façon, elle vient tout chambouler. Et donc, pour en revenir au nerf de la guerre et ce qui crée en fait le conflit dans l'histoire, c'est que non seulement Meg s'est enfuie, mais c'est qu'en fait ses propriétaires la cherchent. Et ils mettent tous les moyens en œuvre pour la rechercher. Et le problème, c'est qu'ils font appel à la police. Et donc, en fait, les policiers essayent tant bien que mal de maintenir un climat de paix, de créer en fait des relations amicales, on va dire pour l'instant respectueuses et polies, mais ils vont essayer vraiment de créer des amitiés avec les autres de l'enclos et c'est pas toujours simple. Il y a des situations qui vont être très tendues puisque d'un côté il va y avoir les terrains indigènes qui vont vouloir défendre Meg, qui vont vouloir défendre leur point de vue, défendre le territoire et tout ça. Et d'un côté les flics qui essayent tant bien que mal d'aider. Euh, et puis voilà, de créer des liens avec eux. Donc on va voir en fait l'évolution de tous ces personnages autour du fait que les propriétaires de Meg vont vouloir la récupérer. Et dans les autres tomes, les relations les uns avec les autres vont s'amplifier puisqu'il y a d'autres éléments qui vont venir perturber un petit peu tout ça. Déjà d'une les êtres humains, voilà, qui ne comprennent pas pourquoi c'est les terres indigènes qui possèdent les villes, qui possèdent les bails des maisons, qui possèdent l'électricité, qui possèdent l'eau. Pour eux, les êtres humains, c'est les tout-puissants, et puis les terres indigènes, ce sont que les sauvages, mais qui retournent bien loin au fin fond de leur territoire. En gros, c'est ça. Et il va y avoir tout un événement qui va prendre de l'ampleur. Et bien entendu, Meg, une prophétesse de sang, eh bien, la moindre coupure, même involontaire de sa part, lui fait avoir accès en fait à des éléments du futur et donc il y a des choses qu'elle va transmettre aux terrains indigènes pour les protéger puisque en fait elle s'est liée d'amitié avec eux. Ils lui ont donné en fait ce qu'elle n'avait pas, c'est-à-dire une vie, la possibilité de se construire et donc en retour elle va faire de son mieux pour les protéger. Ça marche plus ou moins bien. Puisque en fait elle va distiller des pièces d'un puzzle et tout le monde n'a pas forcément les connaissances et les informations à l'instant T pour en comprendre les tenants et aboutissants. Et donc au fur et à mesure de l'histoire, au fur et à mesure de cette influence néfaste que les humains vont chercher à avoir et surtout un groupuscule, les terrains indigènes entre eux vont commencer à se créer en fait un réseau de communication. Ils vont se créer un peu comme une toile d'araignée, ce qu'ils ne faisaient pas avant. Ils apprennent aussi du comportement des êtres humains et c'est là où les policiers vont avoir un rôle très important car en fait les policiers vont essayer de faire tout leur possible pour montrer le bon exemple. Et c'est pas toujours simple. Et puis, à un moment donné, dans l'histoire, les aînés vont commencer à sortir de leur réserve. Et Boudjou, ça rigole pas, moi je vous le dis. Et quand les élémentaires ne sont pas de bonne humeur, je peux vous dire que tout le monde commence à flipper. Donc, c'est une série, c'est vrai que je vous ai pas mal présenté le début, histoire de vous donner l'eau à la bouche et de vous laisser découvrir le reste par vous-même. C'est une série qui peut avoir éventuellement quelques longueurs. Mais moi, en fait, je les ai pas ressenties plus que ça, tout simplement parce que j'avais envie de connaître la suite. Donc, je les ai vraiment enchaînées et ça a été franchement un pur bonheur. Cette série, c'est une petite pépite et je suis bien contente d'avoir découvert cette série entre colère, humour, situation cocasse, réflexion.
Vous passez vraiment par un large panel d'émotions et c'est ce que je préfère moi dans les séries, c'est cette capacité à vous donner plein d'ingrédients qui vous rassasie, qui fait que vous vous régalez et, euh, et voilà, et vous dévorez tout simplement la série. Pour finir, dernier petit point que je souhaitais aborder, c'est que même si Meg Corbin est composé de 5 tomes, il y a un spin-off qui existe, qui est commencé déjà depuis quelques temps maintenant, appelé Lac d'Argent pour le tome 1. Et donc en fait c'est une autre héroïne qui va prendre la relève et on va voir le après Meg Corbin, puisque je crois qu'il y a un an d'écart entre les deux, voire peut-être un peu plus, je sais plus. Donc ce spin-off, je ne l'ai pas encore commencé. Euh, J'attends de voir parce que le premier tome de ce que j'en ai lu, enfin du synopsis que j'en ai lu, ça a l'air bien, mais je suis encore trop attachée en fait au personnage de Meg Corbin. Donc je vais laisser un peu les choses se reposer et je lirai en fait ce spin-off plus tard. Euh, Si ça m'a plu, si j'ai envie d'en parler, j'en ferai une vidéo que je lirai à celle-ci. Si ça ne me botte pas plus que ça d'en parler, mais que je voudrais quand même vous informer de ce qui en est, eh bien je le mettrai en fait dans un commentaire épinglé à cette vidéo. Comme ça, ben, éventuellement, on pourra en discuter dans les commentaires. Eh bien écoutez, cette vidéo s'achève ici, j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère vous avoir donné envie de faire les curieux et de lire cette série que je conseille fortement. N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, à me laisser un petit commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé, si vous connaissez la série, si vous ne la connaissez pas, si je vous ai donné envie de la lire ou pas. Je ne me vexerai pas, vous tracassez pas. Et puis moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut tout le monde!